Bonjour. 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 Alors, je vous vois avec le logo Sciences Po Alumni. Euh, Oui, tout à fait, parce que je suis dans un environnement où je peux pas mettre ma caméra. non, non, mais il n'y a pas de souci. C'était juste pour essayer de vous identifier. Ah, pardon, je suis Alessandra Martinez, je suis responsable de la communication et des événements à Sciences Po Alumni. Très, très bien, pas de souci. J'étais en lien avec Luc, Oui, 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 bien sûr. Mais il nous a parfaitement tenu informés. Mais voilà. Comme je ne vous identifiais pas avec le Mais logo, aucun mais avec problème. le mot Sciences Po Alumni, il n'y a pas de souci. Vous avez également le mot Sciences Po Alumni hein, sur votre icône. Oui, d'accord. OK. Alors, je vais peut-être le Vous pouvez le modifier modifier. pour la société. Ouais, ça sera mieux pour eux. Alors, par contre, je ne sais plus comment le Si vous me modifier. dites, si vous me rappelez votre nom, je peux peut-être. Alors, afficher le profil. Ça, c'est bon. Sinon, c'est renommé, c'est ça, je vais le Oui. trouver. Voilà, ça va. On va y arriver. Hop. Voilà, D'accord. c'est bon. Et il y a une personne qui s'appelle Sophie aussi. Bonjour. Oui, parce que le Zoom est déjà ouvert pour les inscrits, pour les D'accord, très bien. Non, non, mais c'est rejoindre. parfait. Ouais. C'est parfait. Donc, on va patienter un petit peu. Voilà. C'est toujours plus sûr de se connecter avant. Vous aurez des slides à partager? Oui, alors normalement sur Zoom, c'est bon avec partager Ok. et mon écran, on devrait y arriver, j'espère. Si vous voulez, vous voulez tester là, Allez, je vais faire un petit test, effectivement, bonne idée. Hop, parfait. c'est bon pour vous? C'est bon. Parfait. Alors, je vais le retirer parce que pour accueillir les Mhm. gens, c'est moins pratique, parce qu'on voit pas tout le monde, donc c'est vrai que c'est super. Du coup, est-ce que vous avez un rôle particulier par rapport au chat, par rapport aux questions, par rapport à l'intro et la conclusion? Pas du tout. Moi, c'était pour Bon, m'assurer que d'accord. tout fonctionnait, que ça se lançait. J'ai lancé un enregistrement, comme Parfait. un Non, non, retour mais sur les questions qu'on c'était me demande. Et voilà. très bien. Je suis là, je me fais discrète. Oui, non, mais vous inquiétez pas, il y a pas de... Vous êtes bienvenue, hein, il y a pas de... il y a pas de souci. Il y a le pixel aussi, du coup, il manquait des places. Normalement, elle est remise. Oh, pardon. J'avais laissé mon micro ouvert.
Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Je vous propose qu'on attende encore 1 ou 2 minutes, histoire que ceux qui avaient prévu de se connecter aient le temps de le faire. Et puis on va commencer ensuite cette visio. Vous m'entendez? Oui, parfait. Bonjour. Nous étions encore silencieux, donc Oui, bonjour. bonjour. Vous m'entendez? Et Bonjour. c'est parfait. Bonjour. Bonjour. Je suis Sophie Borg et je ne vais pas pouvoir rester, mais je me suis inscrite en espérant qu'il y aurait peut-être possibilité d'accéder à un replay. Alors, donc moi je suis pas l'organisatrice, je suis la médiatrice qui fait l'intervention. À ma connaissance, donc c'est enregistré, hein, puisque normalement vous le voyez en haut à droite de l'écran. Donc j'imagine que ça Tout à pourrait fait. être éventuellement rediffusé, mais peut-être que l'interlocutrice de Sciences Po Alumni peut nous apporter Oui, une précision. oui, 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 ce que j'étais en train de vous dire, l'enregistrement sera mis à disposition après cette semaine de la médiation. Et si vous avez D'accord, des super. choses à transmettre, Sandra, on pourra les envoyer par email aux personnes qui s'étaient inscrites. Oui, Voilà. parfait, bien sûr. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Sandra Galisso qui va animer donc cette séquence visio. Euh, donc, vous êtes, je pense, bien inscrit à la médiation ou l'art de transformer les risques de litige en opportunités pour les DRH. Si c'est pas ça, si vous attendiez une recette de cuisine, de jardinage, vous n'êtes pas sur la bonne visio. Sinon, effectivement, on va consacrer cette heure à ce sujet. Donc, on devrait être peut-être, on devrait être entre 10 et 20 personnes, donc ça devrait pouvoir permettre sans trop de difficultés les interactions. Donc n'hésitez pas, parce que c'est quand même le but de cette intervention, même si, comme habituellement, je vais peut-être commencer par quelque chose d'un peu plus de remise en contexte de cette intervention. C'est bon pour vous? Est-ce que quelqu'un a une difficulté soit de connexion, de son dont il a besoin de faire part?
Ok. Donc, comme indiqué tout à l'heure à une participante, c'est enregistré si personne n'y voit d'inconvénient et donc ce sera quelque chose qui pourra être mis à disposition donc d'ici une semaine, je crois. Alors, je vous propose sans tarder qu'on commence. Pour laisser venir les derniers arrivants, je vais me présenter. Rapidement, donc moi je suis Sandra Galisso, je suis médiatrice depuis une dizaine d'années et j'interviens dans le cadre, donc ici, là, dans le cadre du réseau des médiateurs en entreprise et je suis également médiatrice judiciaire inscrite à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Je fais également de la médiation administrative. Alors, comme on va parler de risque de litige travail finalement, peut-être vous préciser que j'ai été DRH pendant 25 ans. J'ai été conseiller prud'homme pendant 15 ans, je suis conseiller prud'homme honoraire. J'ai été avocate aussi et actuellement je suis experte de justice et notamment spécialisée dans les problématiques de harcèlement. Voilà pour planter un petit peu le décor. Alors, si c'est bon pour vous, je vais partager mon écran pour peut-être recontextualiser cette intervention parmi d'autres, enfin, parmi celles qui ont cours cette semaine. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon? Parfait. Merci Barbara. Si quelqu'un a un souci, qu'il n'hésite pas à le faire savoir. Alors, donc le réseau des médiateurs, en entreprise. Je vais passer au slide suivant, peut-être pour recontextualiser. Donc, c'est un réseau d'une centaine de médiateurs qui se concentre effectivement sur la spécificité de l'entreprise. Lors de cette semaine internationale de la médiation, on a plusieurs interventions, donc à travers différents médiateurs. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà participé aux webconférences qui ont eu lieu dans la semaine ou ont prévu d'assister à celle de demain. En tout cas, n'hésitez pas à faire des ponts dans vos interventions. Il n'y a pas de souci. D'abord, on se connaît assez bien, donc je ne serais probablement pas surprise par éventuellement des références que vous pourriez faire à d'autres séries de webconférences. Et puis, de toute façon, l'objectif, c'est effectivement de s'enrichir de parcours et d'approches différentes. Alors, je vous propose qu'on commence tout bêtement par quel risque de litige, puisqu'on positionne notre propos comme une opportunité par rapport au risque de litige. Alors, peut-être, avant de commenter ce slide et voir si vous le partagez, en fait, dans l'entreprise, de mon expérience, lorsqu'il y a un risque litige, on bascule à une certaine crispation, c'est-à-dire on avait un différend, on avait éventuellement des échanges compliqués, et dès qu'on va vouloir passer au litige, alors j'entends par litige la judiciarisation du conflit, c'est-à-dire le risque de saisine devant un tribunal. Eh bien, on a une crispation. Et une crispation qui se traduit même dans l'entreprise par le fait que le dossier change parfois de main. C'est-à-dire qu'il passe du RH ou du manager au service juridique. Alors parfois, il y a un service juridique social, mais quand même au service juridique. Et du coup, l'approche du différent va être complètement différente. Et donc, l'idée, c'est de dire que ce n'est pas forcément des choses qui sont opposées et la médiation peut avoir quelque chose à aider avec ça. C'est-à-dire d'éviter ces histoires de basculement où, à un moment, de façon parfois assez mutique, hein, on passe de « on n'est pas d'accord » à « j'ai fait une saisine judiciaire ». Voilà. Alors,
déjà cette introduction, c'est-à-dire la façon dont je positionne notre échange, ça convient à tout le monde ou est-ce que il y a quelque chose qui vous gêne et que vous souhaiteriez voir abordé différemment? C'est l'occasion de le faire savoir. Je poursuis donc. Alors, je poursuis. Merci pour les encouragements avec le petit pouce levé. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est effectivement quel risque de litige? Alors, concernant un DRH, on a le risque classique et le risque de contentieux individuel du contrat de travail. On va au prud'homme, on n'est pas d'accord avec sa prime, avec peu importe les motifs de désaccord, mais la source, c'est finalement le contrat de travail, la relation individuelle du travail dans l'entreprise. On a une deuxième source de litige qui a à voir évidemment avec le contrat de travail, mais qui peut être portée différemment, qui est la fameuse allégation de harcèlement. Elle a à voir avec le contrat de travail, puisque ce différend peut tout à fait être porté devant, par exemple, le Conseil des prud'hommes, mais ça peut être aussi du pénal. On peut avoir une plainte pénale concernant le harcèlement. Un troisième champ, c'est peut-être tout ce qui concerne la sécurité. Alors, j'ai mis mise en œuvre d'une action de prévention, document unique et plan d'action. Aujourd'hui, il y a un certain renforcement de l'obligation de santé, qui n'est pas une obligation de résultat, qui est une obligation de moyens, mais justement, peut-être qu'il y a des choses à voir avec la médiation concernant d'éventuels risques de litige autour de ce champ-là. Le champ de la prévention, santé, sécurité, conditions de travail, mais sous son angle obligation de moyens renforcés, c'est-à-dire le document unique d'évaluation des risques professionnels, le plan de prévention, voilà, et un certain nombre d'actions qui doivent être mises en œuvre ou de processus qui doivent exister dans l'entreprise. Enfin, peut-être en deuxième ligne, peut-être plus méconnue, mais pour autant existante, on n'est pas cette fois-là dans on va dire, le contentieux civil classique, on va être sur des aspects plus collectifs. Le premier, c'est l'interprétation d'une clause conventionnelle ou d'un accord. N'oublions pas qu'une partie du champ de la médiation et de la conciliation, de très longue date d'ailleurs, hein, c'est le champ de l'accord. Dans beaucoup d'accords est prévue effectivement la possibilité, en cas de différend d'interprétation, de faire appel à une commission ad hoc qui sera chargée de concilier les parties, etc. Et puis enfin, un champ également parfois méconnu, c'est le conflit collectif du travail. Dans le cadre d'un conflit collectif du travail, on peut tout à fait recourir à la médiation, avec parfois un adossement institutionnel, hein, c'est-à-dire épaulé par la DREETS, la préfecture, surtout si ça déborde sur l'espace public, hein, mais il y a également la place pour la médiation. Et donc, on peut avoir quelque chose qui évite parfois aussi du basculement en litige, que ce soit dans le domaine de l'interprétation d'un accord ou d'une clause conventionnelle, ou que ce soit dans le conflit collectif du travail. Y a-t-il des aspects qui vous intéressent plus particulièrement? Pourquoi je pose cette question? Parce que le temps est assez court. Et l'expérience de mes collègues sur les webinaires, c'était que le temps filait vite. Et donc, si jamais il y a un point que vous souhaitez absolument aborder, j'ai envie de dire, dites-le maintenant, comme ça on est sûr de maîtriser le temps. Barbara, Merci. Oui, je me permets par votre prénom. vous faites bien.
Moi, je serais intéressée notamment sur la dimension collective, alors que vous abordez dans la partie conflit collectif du travail. Mais autant la médiation, j'arrive à peu près à l'identifier dans le cadre d'un conflit individuel. Dans le collectif, je ne visualise pas. Donc, ouais, je serais particulièrement D'accord. curieuse par ce sujet-là, mais intéressée par tous les sujets. Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais on veillera à pas l'oublier, à pas l'escamoter cause du temps qui file. Anne-Claire? Oui, je suis novice en droit du travail pour ma part, mais je serais intéressée par voir ce qu'on peut à encourager à travers des actions de prévention et notamment dans le cadre du DURP. D'accord. Donc cette partie-là, très bien. La partie super. Est-ce qu'il y a d'autres champs spécifiques que les uns et les autres voudraient voir abordés? Bon, je vous propose qu'on poursuive. Alors, quand je suis en écran partagé, je ne vois pas les chats, hein, donc n'hésitez pas, soit si vous voyez un chat qui du coup m'aurait échappé. Je crois qu'il y a Hortense qui voulait parler. Ah, Hortense, votre micro est fermé, mais si vous... Elle n'arrive pas à mettre son micro, mais écrivez Ah, Hortense et on pourra alors attendez, j'ai une petite manip à faire parce qu'autant je vois pas le chat en direct sur mon écran, autant je peux y accéder comme ça. C'était Alors, pour dire que c'était sur le harcèlement. Donc elle veut parler du harcèlement. d'accord, parfait. Voilà. Du coup, j'ai activé une petite fenêtre pour aller voir les chats. Harcèlement. Ok, c'est parfait. Bon, ben, on a un beau programme, on a un beau programme en perspective. Alors, je vous propose même question sur le lien harcèlement-médiation, donc au moins deux demandes là-dessus. Je vous propose de poursuivre un tout petit peu. Alors les slides, vous les recevrez si vous les souhaitez. Ils n'ont pas une. Donc déjà, un petit point par rapport à cette question du basculement par rapport au litige. La médiation, on peut l'envisager avant. Donc c'est la logique de prévention, mais on peut aussi l'envisager pendant. D'accord. Et d'expérience, je me permets de le souligner parce que, comme je vous indiquais, que très souvent, dès que le dossier devient avec une saisine, il bascule dans les mains d'un service juridique, euh, on oublie le fait qu'on pourrait réouvrir le dossier sous un angle amiable. Euh, On va revenir sur ce point-là. Je bascule là-dessus. Alors, je vais traiter les sujets qui ont été demandés. Comme ça, je suis sûre qu'on ne passe pas à côté. Euh, donc, le premier point, la dimension collective. Alors, la dimension collective, euh, on a la possibilité, effectivement, de faire appel à un médiateur comme je vous l'indiquais, dans le cadre des relations syndicales ou de tout accord collectif. Moi, j'ai tendance même à dire qu'on a intérêt de prévoir une disposition de ce type. Si vous ouvrez un accord de branche, vous verrez qu'il y en a toujours une, d'accord, de renvoi à une commission d'interprétation et de conciliation. Sur un accord peut-être plus près de nous dans l'entreprise, c'est bien de le prévoir. Pourquoi? Parce que bah, tout bêtement, vous le savez bien, entre la lettre et l'esprit, il peut y avoir une petite différence. Et donc, c'est une façon finalement assez légère de venir clarifier de façon non agressive les difficultés des parties. Alors ça me permet quand même de rappeler que si on parle de clause de médiation ou de conciliation, alors les appellations, hein, vous savez, dans les textes, les deux coexistent, mais si vous prévoyez une clause de ce type, il faut imaginer qu'il y ait un tiers qui intervienne, puisque la définition même alors ça, c'est le seul truc sur lequel tout le monde est d'accord. Je vous le mets à l'écran. Hein. C'est l'article 1530 du Code de procédure civile.
La médiation et la conciliation conventionnelle, régies par le précentrite, s'entendent tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure, etc., et surtout avec l'aide d'un tiers choisi par elles. Donc la particularité de la médiation pour prévenir un litige sur une interprétation d'accord ou sur, c'est de bien prévoir effectivement comment, d'abord, de quoi on va parler? Conciliation, est-ce que c'est sur d'interprétation ou pas, hein? Ça peut dire qu'avant tout contentieux, les parties s'engagent à envisager, ou en tout cas une première réunion ou une première séance de médiation. Voilà. Et donc le point clé, c'est le fameux tiers choisi par elle. Ce qui veut dire qu'il faut l'avoir dégrossi avant dans le cadre de l'accord, parce que quand on est à chaud, on a toutes les chances de ne pas être d'accord sur la personne qu'on va solliciter. C'est pour ça que je me permets de dire, alors c'est pas le nom d'une personne qu'il faut mettre, ça je trouve que c'est pas une bonne idée, parce que effectivement les personnes peuvent changer, peuvent ne pas être disponibles, donc c'est pas une bonne idée. C'est davantage d'identifier quel type de médiateur on ira le chercher. Alors, déjà, un médiateur, il faut qu'il ait une formation spécifique. Il faut identifier le type de médiation qu'on cherche, parce que on voyait dans le texte qu'on a conciliation-médiation qui, dans les articles du code, sont souvent mélangés. En fait, c'est surtout, ça renvoie au type de médiation qu'on veut avoir à faire. Est-ce qu'on veut avoir une médiation, j'allais dire, de régulation du texte, s'agissant d'un différend autour d'un accord, auquel cas on peut avoir quelqu'un qui effectivement va être un sachant, va être plutôt dans une posture de conciliateur. Est-ce qu'on veut une médiation, j'allais dire, qui aille travailler plutôt sur les besoins, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière la demande, qu'est-ce qu'il y a derrière la difficulté. Donc il faut vraiment identifier le type de médiation qu'on souhaite. Pour trouver le bon médiateur, il faut qu'il soit formé, mais vous avez les centres et les réseaux de médiateurs. Donc, je vous citais le réseau des médiateurs en entreprise. Il y en a d'autres, hein, ce n'est pas un problème. Effectivement, l'avantage de se mettre d'accord dans le cadre d'une clause sur un centre ou un réseau de médiateurs, quand on le fait à froid, ça sera plus facile pour se mettre d'accord sur le nom du médiateur après, parce qu'effectivement, on va demander plusieurs noms à ce réseau ou à ce centre. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de code de déontologie des avocats. Pardon, des médiateurs, excusez-moi. Il n'y a pas de code obligatoire, donc il peut avoir des centres qui, eux, ont développé un code. La Commission nationale de la médiation est en train de réfléchir sur un code, mais il n'y en a pas. Ce qui veut dire que, hormis le texte un peu lâche que je vous ai montré, on a un périmètre extrêmement large de ce que peut être la médiation, extrêmement large aussi de ce que peut être le médiateur. Et c'est pour ça que dans le cadre de l'identification dans un accord ou dans un conflit collectif d'un médiateur, ou à froid dans le cadre d'un accord de méthode, hein, de résolution des conflits, il faut faire attention à bien identifier si le médiateur intervient dans une référence à un code de déontologie ou autre. Le dernier point, moi, évidemment, il se trouve que je suis également présidente de l'Union des médiateurs près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a une petite prime aux médiateurs assermentés près des cours d'appel, pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on est aux portes d'un litige, avoir fait appel à un médiateur assermenté, c'est ne pas avoir de soucis avec quelle est la qualité réelle, professionnelle du médiateur que vous avez fait intervenir. Là, on est tranquille.
La deuxième chose, c'est que les médiateurs assermentés, accessoirement, ils n'ont pas de casier judiciaire. C'est tout bête, mais enfin, ils n'ont pas évidemment d'éléments dans leur casier judiciaire qui empêchent l'exercice de la médiation. C'est tout bête, mais ce n'est pas une information que vous pouvez avoir quand vous faites appel à un médiateur lambda. Et puis le dernier point, c'est que ces médiateurs, ils sont assurés. D'accord ? Donc, c'est vrai que j'ai tendance à dire, de toute façon, les médiateurs assermentés, j'allais dire, la plupart du temps, ils font partie également de centres et réseaux de médiateurs. Donc, voilà sur cette partie-là qui serait donc la partie, pardon, excusez-moi, je navigue, sur la partie clause conventionnelle ou accord. Et on peut tout à fait à froid faire même un accord de méthode qui vise à partager la façon dont on procéderait en cas de différends collectifs ou à l'occasion de différends à l'issue de, j'en sais rien, de négociations annuelles obligatoires sur certains aspects. Alors évidemment, quand je parle négociation annuelle obligatoire, vous pensez bien que je ne suis pas en train de parler de la négociation sur les rémunérations. Ça ne me paraît pas être le bon champ. En revanche, vous avez plein de négociations obligatoires comme la QVT, d'accord, QVT-CT, conditions de travail, voire des aspects relatifs à la responsabilité sociale des entreprises, selon effectivement la nature de l'entreprise, la taille de l'entreprise et ses obligations. On peut tout à fait élaborer quelque chose où le fait de mettre en place un modèle de régulation avec la possibilité de recourir à de la médiation et, j'allais dire, est tout à fait recevable et peut représenter de l'intérêt. Dans le cadre d'un conflit collectif du travail ouvert, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans la partie préventive, on est dans la partie conflictuelle ouverte, la médiation peut être également mobilisée. Alors, elle peut être mobilisée de façon conventionnelle classique, hein, c'est-à-dire l'une des parties peut contacter un médiateur et le médiateur verra si effectivement l'ensemble des parties sont intéressées par une médiation. Le problème du conflit collectif du travail, c'est que on est déjà à chaud. Alors, il existe des dispositifs institutionnels, hein, au niveau des DRETS, qui sont des médiateurs institutionnels, des médiateurs des conflits du travail. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, je suis médiateur également des conflits du travail pour la DRETS en PACA. Et ça peut être effectivement les parties qui s'adressent à cette liste de médiateurs ou la DRETS qui va proposer effectivement de mobiliser ce dispositif. Donc c'est une liste de médiateurs qui permet du coup de faire intervenir un tiers qui connaît quand même un peu la musique, pour dire quelque chose. Voilà, aujourd'hui, il y a même des dispositions qui sont soutenues par les organismes de soutien au dialogue social, hein, des commissions du dialogue social, voilà, qui renvoient effectivement à ces dispositifs et qui renvoient aussi au fait de faire appel à un médiateur. Là aussi, on ne réussit que si le médiateur est perçu comme étant un tiers évidemment impartial. Là aussi, si c'est un médiateur assermenté, ça aide dans cette perception-là. Voilà, là aussi, si le médiateur connaît bien la matière travail et les relations sociales, ça peut aider. Maintenant, le rôle d'un médiateur n'est pas forcément effectivement d'aviser, hein, de donner un avis. Il faut savoir que quand même en matière d'administratif et de conflits collectifs du travail pilotés par la DRETS ou diligentés par le préfet, la médiation est un peu particulière parce que le médiateur fait un rapport et peut éventuellement suggérer des pistes. Bon,
si vous prenez un vrai médiateur, il fera son affaire pour être le moins aviseur possible et s'accommoder du texte pour faire avancer. Le montage, et après je vais passer à un autre sujet parce que je ne veux pas monopoliser par cette partie-là. L'avantage du médiateur, c'est qu'il va venir questionner les bons interlocuteurs à la médiation. C'est-à-dire qu'il n'est pas pris par le schéma de la représentativité, du poids syndical, ah oui, mais il faut que l'employeur soit présent, ah oui, mais il faut que. Alors évidemment, il faut qu'il y ait des gens qui soient présents et qui représentent, mais il a, il a un apport qui est de mettre autour de la table les gens pour lesquels qui ont à voir avec le conflit et qui parfois, justement, dans les conflits collectifs du travail, sont des gens qui, j'allais dire, n'ont pas la représentativité institutionnelle et qui, pour autant, vont être des parties prenantes importantes. Voilà. J'ai peut-être été un petit peu longue. Est-ce que, Barbara, ça vous a un peu... Merci. Alors, je vous propose de poursuivre avec dans l'ordre, effectivement, la question sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, pourquoi c'est un bon sujet, la médiation, dans cet aspect-là? Le document unique d'évaluation des risques professionnels, il doit évaluer l'ensemble des risques. Aujourd'hui, typiquement, vous allez avoir les risques psychosociaux. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous les avez tous, mais aucune entreprise ne peut prétendre ne pas avoir de risques psychosociaux. Ça ne veut pas dire non plus que l'évaluation va être fortement cotée. C'est deux choses différentes. Mais en tout cas, l'identification de ce risque, aujourd'hui, elle est clairement généralisée dans tout document unique, on va dire, digne de ce nom. Face à cette évaluation, effectivement, selon l'intensité du critère qui va être, ou du risque qui va être identifié, on peut envisager de mettre en place un dispositif de médiation. Ce qui suppose effectivement qu'on est là aussi identifié un processus sur comment ce dispositif va être mobilisé dans l'entreprise. Et puis on revient, mais je ne vais pas le redévelopper, sur à quel médiateur on ferait appel. J'attire l'attention sur la possibilité, mais la difficulté d'un médiateur interne. La possibilité, elle est là, et on a vu des grandes entreprises, je pense entre autres, parce qu'elle est tout à fait emblématique à la SNCF, qui a développé effectivement une vraie approche médiation avec un service, avec une réflexion éthique, etc. Dans des entreprises qui n'auraient pas cette possibilité-là, attention aux médiateurs internes, on se pose tout de suite la question du tiers, du tiers impartial. Et vous savez que l'impartialité, elle peut être apparente, elle peut être aussi subjective. C'est-à-dire que si les parties ne perçoivent pas la personne comme impartiale, ça va être compliqué. Même si, dans sa pratique, la personne est effectivement impartiale. Voilà. Et c'est parfois la vraie difficulté du médiateur interne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y en avoir. Donc, dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels, la médiation peut tout à fait intervenir comme un outil de régulation. Alors, ça peut être un outil de régulation que le DRH va prescrire quand il est alerté d'un certain nombre de situations. Ça peut être un outil de régulation en disant que tout salarié peut éventuellement solliciter de la médiation. Voilà. Là aussi, il sera important de décrire comment on sollicite, jusqu'où on va.
Voilà. Est-ce que c'est une réunion d'information et plus si affinité? Est-ce que, voilà, jusqu'où on veut aller? Qui prend en charge? Comment? Quel médiateur? Je pourrais répondre à ces questions en tant que de besoin, mais je voudrais un petit peu balayer les différents sujets. Est-ce que, Anne-Claire, par rapport à votre interrogation sur le DU, ça... Oui, oui, merci. Bon. Vous avez, n'oubliez pas, et je vais de ce fait faire la transition avec le troisième point, n'oubliez pas que dans votre document unique, la prévention du risque de harcèlement fait aussi partie du document unique. Et à ce titre-là, la question de la médiation et du harcèlement va également être posée. Alors, il y a deux aspects que je veux juste évoquer autour médiation et harcèlement. Le premier aspect, 80% des allégations de harcèlement ne sont pas du harcèlement. D'accord. On peut tout à fait faire de la médiation à partir d'une allégation de harcèlement. Là où, et c'est j'allais dire, c'est le savoir du médiateur de considérer que les conditions de la médiation ne sont pas remplies, c'est entre autres lorsqu'on a un mécanisme d'emprise ou lorsque effectivement on a une violence psychologique à un haut niveau qui se passe en médiation. J'insiste sur le à un haut niveau parce qu'évidemment la tension et j'allais dire, les frottements, ils ont lieu dans la médiation. Moi, à titre personnel, je ne fais pas partie des médiateurs qui commencent à dire aux parties, alors on va se parler bien. Et puis surtout, pourquoi? Parce que la force de la médiation, c'est de dire avec ses propres mots et avec ses propres émotions. Et donc, il faut que ça sorte comme ça vient. Voilà. Évidemment, le médiateur a un rôle de protection et de sécurisation, d'en faire un lieu sécurisé. Mais voilà, cette parole peut être tout à fait crue, tout à fait mal détourée. On peut dire ça et son contraire 2 minutes après. On peut, voilà. Et ça, c'est l'importance de la médiation. On n'a pas un discours qui est forcément élaboré. D'abord, j'aurais tendance à dire, les gens qui arrivent avec un discours élaboré, on n'y est pas. Donc, il faut attendre la fin du discours et puis d'avoir un peu gratté derrière pour commencer à en savoir plus. Voilà. Donc, première indication, médiation et harcèlement, il n'y a absolument pas de contre-indication à faire de la médiation quand il y a une allégation de harcèlement. Il y a une limite qui est l'emprise et évidemment la violence. Alors, je cite la violence psychologique, mais elle pourrait être physique, mais à un dosage inacceptable, on va dire. Hein. Mais il n'y a pas nécessairement d'incompatibilité. Surtout dans l'entreprise. Parce que autant en matière familiale, et c'est connu de longue date, évidemment, les mécanismes d'emprise rendent un certain nombre de situations impossibles. Et d'ailleurs, le texte légal sur la médiation et l'emprise, en fait, il se rapporte essentiellement aux problèmes autour de la médiation familiale. Pas exclusivement, hein, mais essentiellement. Comme je vous l'indiquais, 80% des allégations de harcèlement ne sont pas nécessairement du harcèlement. Et donc, ça serait bien dommage de ne pas justement s'en emparer pour envisager la médiation. En revanche, et ça c'est mon deuxième point sur harcèlement et médiation, il y a un article du Code du travail sur harcèlement moral, seulement moral, hein, et médiation, qui est l'article 1552-6, qui est très particulier. Et là aussi, je vous invite à faire appel à des médiateurs qui connaissent bien ces subtilités. Cet article, il prévoit que l'employeur organise la médiation à la demande du présumé harceleur ou de là où les personnes mises en cause. D'accord ?
Cet article est très peu mobilisé. Pourquoi? Parce que c'est la demande, c'est exclusivement un article qui concerne la demande du présumé harcelé ou la demande du mis en cause. Et c'est très rare, ça arrive, hein, mais c'est très rare que la médiation soit demandée par ces personnes-là. C'est plutôt une proposition de la DRH. Et si c'est une proposition de la DRH, ça n'est pas littéralement le périmètre de cet article. Alors cet article, il est un petit peu casse-pied parce qu'effectivement, à l'instar de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la médiation des conflits collectifs du travail et un certain nombre de cadres, le médiateur est censé à un moment donner un avis, voilà. Mais il est mobilisable quand même, hein. Puis il vaut mieux ça que rien. Donc pour répondre sans aller plus loin, parce que je veux laisser du temps aux questions-réponses, à la question harcèlement-médiation, le point 1, c'est on peut tout à fait faire de la médiation quand il y a une allégation de harcèlement. Et point 2, attention quand même à la particularité de l'article 1552-6, mais qui est rarement le bon périmètre. Je vous propose de de répondre à vos questions. Ou d'échanger sur peut-être sur une situation que vous avez pu rencontrer ou les questions que vous vous posez ou témoigner sur ces situations de risque de litige. Ça vous laisse sans voix, ça. Ah, Anne. Anne-Claire, pardon. C'est juste un complément. Il me semble que dans la visio d'hier, et j'arrive pas à retrouver mes notes à l'instant, on a beaucoup parlé du plan d'action qui découle du DURP. Oui, le PAPRIPACT. Oui. Voilà, le PAPRIPACT. Oui, c'est son petit nom, administratif. Oui. Oui. En gros, il semblait que c'était plus dans le PAPRIPACT que dans le DURP que la médiation devait être travaillée, mais je suis un Alors, peu... tout à fait. Alors, réglementairement, le document unique ne prévoit pas les actions. Le document unique, il évalue les risques professionnels. Point. D'accord? En revanche, quand vous évaluez les risques professionnels, vous évaluez ce qu'on appelle un risque brut, c'est-à-dire, je prends un exemple, si justement je veux aller chercher dans... J'ai une société qui fait du commerce, ou peu importe, et donc j'ai une boutique, j'ai un client, ou j'ai un SAV, voilà, j'ai un client. Le risque que j'ai, c'est que dans mon SAV ou en face-à-face client, mon salarié, de temps en temps, il y ait de la mauvaise humeur qui passe, il y ait de l'incivilité, etc. OK, c'est bien identifié. Je vais l'évaluer, c'est-à-dire évaluer, ça veut dire attribuer une valeur. Un peu, beaucoup, pas beaucoup. Quel est le nombre de personnes concernées? Quelle est la fréquence d'exposition? Et quel est le risque associé à ça? OK. Vous avez tous vos grilles qui font 1 plus 4 plus 2 plus multiplié par l'âge du capitaine, etc. et qui vous donnent une cotation. Ça, c'est le risque brut. D'accord? Le risque net, c'est le risque brut corrigé de tout ce qu'on a fait pour que ça s'améliore. Donc, je ne sais pas, j'ai une sonnette d'appel, j'ai un processus qui consiste à passer l'appel à quelqu'un d'autre en SAV ou alors à faire appel à un collègue dans un magasin, etc. Enfin, tout ce que vous pouvez avoir déjà mis en œuvre qui va donc réduire le risque. Ça, c'est ce qu'on a dans le document unique. On évalue, c'est-à-dire on attribue une valeur, on établit une cotation du risque brut qu'on vient corriger pour calculer un risque net. Et donc, le DU s'arrête là. Et ensuite, c'est un autre document, effectivement, le plan de prévention,
qui lui prévoit les axes sur lesquels on va travailler. Alors attention, parce que la réglementation a changé, est devenue beaucoup plus exigeante. Maintenant, ce n'est pas une déclaration de principe, c'est quand est-ce que je vais le faire, avec qui, quel coût ça a, voilà. Et ça doit être enregistré, et le tout soumis à un faux consulte du CSE. Le document unique également. Hein. Et donc c'est cette partie-là, dans cette partie-là, qu'on peut imaginer d'initier dans un plan de prévention un processus de recours à la médiation. Mais pourquoi je vous fais la version longue là? Parce que le jour où vous l'avez créé, votre processus, il n'est plus dans votre plan de prévention. Il devient dans l'action qui vous a permis, dans l'action corrective, qui vous a permis de passer du risque brut au risque net. Voilà, c'était un peu long, mais j'espère que ça complète que ça répond à votre question. Une fois que c'est mis en place, si je comprends bien, que c'est prévu dans le plan de prévention. Oui. Une fois quand c'est mis en place, c'est formalisé, du coup, sur quel format en fait En fait, votre plan de prévention, il est annuel. Donc, vous n'allez pas passer l'année, chaque année à dire on va mettre ça en place. Vous faites un bilan. De toute façon, vous devez faire un bilan. Donc, on l'a fait, on l'a pas fait. On a mis en place ce processus de recours à la médiation. Très bien. Du coup, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas tenter de le mesurer et puis de voir un petit peu ce qu'il en est. Et du coup, il ne sera plus dans votre plan de prévention de 2026 parce que vous l'avez mis en 2025. Mais en 2026, vous allez diminuer votre risque RPS net en disant, OK, j'ai un risque brut, mais j'ai apporté une brique d'amélioration. Et évidemment, dans le temps, la question, ça sera de se poser la question, est-ce que ça améliorerait quelque chose ou pas? Oui, donc c'est plus dans un document juridique, mais dans un processus interne formalisé de manière interne. Exactement, mais qui a une force juridique hein, quand même. Attention, hein, parce que votre plan d'action, il a une force juridique et attention aussi le fait que si vous l'inscrivez comme étant une action de prévention des risques maîtrisée que vous pratiquez dans l'entreprise, il faut que ça soit mobilisable. C'est-à-dire, c'est pas juste on a fait cette année appel à ceci ou à cela. C'est vraiment, il faut que ça soit un dispositif qui fonctionne. Il y a pas mal bon, il y a des entreprises qui le font. Hein. Moi, j'interviens dans quelques grandes entreprises qui ont un processus comme ça. Et voilà, en tant que de besoin, ils demandent, ils vont mobiliser un médiateur pour répondre effectivement à certaines sollicitations de salariés. Ce qui me permet, je vous ai vu Hortense, enfin j'ai vu votre main levée, je viens à vous, ce qui me permet de rappeler quand même, parce que je ne l'ai pas développé, que tout ce que j'ai raconté sur l'interprétation d'une clause conventionnelle ou d'un accord, c'est valable sur le contrat de travail. Vous pouvez mettre dans le contrat de travail une clause par laquelle avant toute saisine, voilà, que vous proposez. Alors, vous ne pouvez pas l'imposer, hein, c'est-à-dire, mais que vous proposez, c'est quand même signé des deux parties, que effectivement, au moins de rencontrer un médiateur pour bénéficier d'une information à la médiation et éventuellement une première démarche de médiation. Et là, vous direz que, j'allais dire, la première séance est gratuite, après on voit. Parce que voilà, vous ne savez pas non plus quelle est l'intention du salarié, le cas échéant, dans sa saisine ou dans une instrumentalisation toujours possible de la médiation. Hortense, arrivez-vous Ah voilà, ouvrez votre micro, parfait. On vous écoute. Alors, Hortense, on ne vous entend pas. Si vous souhaitez intervenir et que vous avez une difficulté avec votre micro, dans ces cas-là, par le chat, on devrait pouvoir essayer de
de pallier cette difficulté? Bon, n'hésitez pas à intervenir. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Barbara. Vous avez la main levée, Barbara. Alors, Oui, est-ce que... Voilà, je vous oui, en j'ai allumé prie. mon micro. Oui, je voulais avoir votre éclairage aussi sur la difficulté de tenir compte du rapport hiérarchique dans le cadre d'une médiation, notamment si quand la médiation est mobilisée pour tenter de réduire des conflits entre un hiérarchique et son subordonné. Comment on gère ça? Alors, comment on gère? Déjà, bon, c'est une médiation possible, hein, qui est même assez classique. Euh, alors, la question de comment on gère, elle s'adresse à qui? Au médiateur, au DRH, au... En fait, même ma question en amont, c'est, j'aurais envie de la formuler ainsi, elle est peut-être pas juste, c'est comment neutralise-t-on le rapport hiérarchique dans ce moment-là ou comment neutralise-t-on le droit disciplinaire Ah, à cet alors c'est instant? deux choses, ouais. Alors la hiérarchie et le droit disciplinaire, c'est celui de l'employeur, hein, Oui. il y a une petite variante. Alors la question, c'est faut-il le neutraliser déjà? Euh, Mhm. le rapport hiérarchique, je parle, hein. Oui. Euh, faut-il le neutraliser si c'est ça qui fait problème? D'accord. Mhm. En fait, le vrai questionnement, c'est quel est leur besoin, qu'est-ce qui fait difficulté? Oui. Est-ce que c'est une difficulté relationnelle qui est exempte des relations hiérarchiques? C'est possible. Il y a des personnalités qui parfois frottent et qui, en tant que collègues, se frotteraient et dans la relation hiérarchique vont se frotter et la relation hiérarchique n'est pas nécessairement en cause. Ou est-ce que c'est la conduite managériale qui fait difficulté? Mhm. Et auquel cas, voilà, ça va devenir même probablement un des éléments de la médiation. Oui. Voilà. Euh, il- Très souvent en médiation, on a parfois une difficulté du salarié d'accepter ce qu'on appelle la subordination juridique. Oui. C'est-à-dire de considérer que parce que ça fait longtemps qu'il est là dans l'entreprise, ou de considérer que parce qu'avant il faisait cette tâche, mais ça faisait longtemps qu'il la faisait plus, que c'est un crime de lèse-majesté que de lui demander de la refaire. Donc sous Mhm. l'angle du droit, et c'est pourquoi je l'aborde là, parce que là on est sur du disciplinaire pur, sous l'angle Oui. du droit, évidemment, c'est fautif. C'est-à-dire Mhm. que à partir du moment où ça n'est pas un abus de droit, le hiérarchique a parfaitement le droit de demander aux subordonnés de réaliser un certain nombre de choses. En revanche, on voit bien que là, on achoppe en droit disciplinaire et en droit sur le sujet. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a le droit que ça va se faire et que ça va se faire de bonne façon et que ça va permettre de pouvoir avancer. Et donc, du coup, on va revenir sur qu'est-ce qui fait que ça coince. Mhm. Le plus souvent, on a un historique, hein. C'est-à-dire que avant ça coinçait pas, maintenant ça coince. Et ça, pour le médiateur, c'est le moment rêvé. Oui. C'est voilà, évidemment. Qu'est-ce qui faisait qu'avant c'était bien et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est plus bien et qu'est-ce qui fait que ça pourrait demain être bien. Ça répond, enfin, ça vous donne quelques éléments. Oui, 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 tout à fait. Et je me posais, si je peux, si je peux continuer Je vous encore en un petit prie. peu, comment on arrive quelles sont éventuellement les conditions pour qu'un salarié s'autorise à dire tout ce qu'il a à dire, parce qu'encore une fois, il y a ce pouvoir Ouais. disciplinaire. Vous parliez de liberté de parole, l'idée de ne pas brider la parole pour que tout soit dit à ce moment-là, mais des choses, j'ai envie de dire, graves peuvent être dites. Comment on Tout à lui fait. garantit que ça ne se retournera pas contre lui? Alors, déjà, c'est si vous avez un bon médiateur, lui, il va garder le cadre. Oui, Et entre autres, il posera certainement, comme dans le cadre, la confidentialité. Mais il suffit pas de le dire, la confidentialité. oui, Il faut bien décortiquer ce que ça veut dire pour chacun.
Et moi, par exemple, sur le principe de la confidentialité, tout le monde est OK, même tout le monde signe à papier, machin. Mais je prends toujours le temps, à la fin de la séance, de dire, OK, on s'est engagé à la confidentialité, mais auprès de qui vous auriez besoin d'en parler? Voilà. Et c'est pas rare que les gens vous disent, ben moi j'en ai besoin d'en parler à mon conjoint parce que c'est lourd. Et d'ailleurs, voilà, même s'il n'est pas au courant de tout, voilà. Et donc on va venir on va venir le questionner, le sécuriser, voilà. Et la question évidemment en entreprise, c'est comment vous vous sentez par rapport à l'extérieur, vos collègues, si la médiation elle est connue. Voilà, de quoi vous auriez besoin pour être bien après cette séance de médiation autour de vos collègues. Et donc, on va en faire un sujet. Parce que sinon, j'allais dire, c'est une charge qui est parfois trop compliquée pour les médier. Donc, il faut les accompagner là-dessus. En tout cas, ça peut être utile. Alors, pour revenir au premier point, qui était la plainte. La plainte, il faut toujours l'accueillir. Pourquoi? Parce que se plaindre en entreprise, c'est quand même s'exposer aux autres. C'est pas un acte anodin. C'est pas. On expose son image aux autres, son image personnelle, son image professionnelle, à ses collègues, à sa hiérarchie, au RH. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez lourd de se plaindre. Donc il faut l'accueillir. Alors le médiateur, très souvent en entreprise, il va procéder à des entretiens individuels avant de faire les séances plénières. Pourquoi? Parce que l'entretien individuel va être effectivement l'occasion de cette expression un peu sans filtre et qu'on va au contraire encourager à être sans filtre, parfois avec des débordements émotionnels, parce qu'effectivement, et notamment en matière de harcèlement, les gens utilisent le terme parce que c'est la seule catégorie de pensée disponible. Ça ne veut pas dire que ça en est, ça ne veut même pas dire qu'ils savent ce que c'est. Et du coup, il ne faut surtout pas rentrer dans la disqualification. Les gens se plaindre, c'est hyper impliquant, c'est déjà en avoir lourd, donc il faut accueillir. Et donc le médiateur, souvent l'entretien individuel, c'est un moment où il va apprécier ça. Et surtout, qu'est-ce qu'il va faire à l'issue de l'entretien, enfin dans la deuxième partie de l'entretien individuel, c'est de dire qu'est-ce que vous auriez besoin de dire à l'autre dans tout ce que vous m'avez dit et comment vous pensez que vous pourriez le dire, de quoi vous auriez besoin pour en parler. Et évidemment, on a souvent une partie qui est ah non, c'est confidentiel, c'est pour vous, mais parce que ça, je peux pas. Mais je peux pas, c'est du pain béni. Parce que je peux pas, ça veut dire, évidemment que c'est important, mais je ne sais pas comment faire. Donc, il y a ce travail d'accompagnement de quoi la personne aurait besoin pour pouvoir en parler, comment elle peut en parler. Voilà. Et évidemment, le rôle du médiateur n'est pas de prendre en charge, ça n'est pas le porte-parole du médié. Mais il va aider, il va questionner, il va faire bouger. Et du coup, ça va rendre la séance plénière possible. Ce sont quelques éléments de réponse. Hortense, est-ce qu'on Oui, je crois que j'ai résolu mon problème. Ah, Ah, c'est ma voix, je suis là. Royal, parfait. Et voilà. Je suis désolée. Quel suspense! Je suis désolée pour tout le temps que je vous ai fait perdre avec mes problèmes techniques. Non, mais on va profiter de vous pour une dernière question. Bon, très bien, merci beaucoup. J'ai une question à propos donc justement du sujet du harcèlement et un peu comment on peut le combiner avec une enquête éthique. Est-ce qu'on envisage la médiation avant l'enquête, à la place de l'enquête? Je sais que la jurisprudence le permet puisque c'est justement une des choses que la Cour de cassation a prévu, c'est qu'on n'y ait plus forcément une obligation de faire une enquête, mais une obligation de faire quelque chose et qu'une médiation, c'est une des options. Mais est-ce qu'on peut envisager aussi une médiation? Je vous laisse me corriger, mais juste une médiation, c'est aussi une option qu'on peut envisager à la fin d'une enquête quand on a vu que soit il y avait du harcèlement, soit il n'y avait pas de harcèlement et comment on combine un peu les deux.
Super question. Alors, merci. On aurait beaucoup perdu à pas vous entendre. Alors, Ah bah, tant mieux, tant mieux. je vais commencer par la fin. Effectivement, la médiation, elle est particulièrement indiquée une fois que l'employeur a pris sa décision. Y a-t-il harcèlement, pas harcèlement, et je sanctionne quel type de sanction? Parce qu'on se rend bien compte qu'une fois que ça s'est fait, on n'a rien résolu de la relation entre les gens. Et donc la médiation, elle est parfaitement indiquée après cette phase-là. Et c'est probablement une des indications, à mon avis, les plus intéressantes en entreprise. Pour revenir au début, euh, à mon sens, ce qu'a dit la Cour de cassation, elle a dit l'enquête harcèlement n'est pas obligatoire pour une raison simple, c'est qu'elle n'est pas écrite dans les textes. Ce qui est exact, il n'y a pas d'obligation de son texte. L'obligation, c'est de faire quelque chose. Et de faire quelque chose, l'enquête est un bon moyen de faire quelque chose. Mais attention, on ne parle peut-être pas de la même enquête. Qu'est-ce que vient viser la Cour de cassation? Elle dit, quand il y a une allégation de harcèlement, l'employeur a une obligation d'investiguer les éléments de fait donnés par le salarié. Puisque vous savez que maintenant, ça n'est pas au salarié d'établir, voilà, il doit de prouver, il doit fournir les éléments de fait qui lui permettent j'allais dire, de considérer qu'il est harcelé, et l'employeur doit les investiguer. Cette obligation d'investigation, c'est celle-là qu'on a appelée l'enquête, et que la Cour de cassation dit l'employeur doit enquêter. Ça, c'est une prérogative de l'employeur. D'ailleurs, l'enquête, elle peut être très courte. Moi, j'ai malheureusement eu connaissance de situations où, en ouvrant le dossier, c'était bon. Il n'y avait même pas besoin d'aller interviewer le harceleur présumé. J'allais dire, il a été vu directement au moment de l'entretien préalable à licenciement. Vous voyez, il n'y avait même pas besoin de le voir avant pour... Donc ça, c'est l'enquête d'éclaircissement, d'investigation, et qui est strictement le pouvoir disciplinaire de l'employeur. La particularité en matière de harcèlement, c'est que si l'employeur considère au terme de son investigation qu'il y a harcèlement, il a une obligation de sanction. L'obligation de sanction ne dit pas quelle sanction, hein, il a tout l'éventail. Hein. Il y a une obligation de sanction, alors que vous savez que pour le reste, vous n'êtes pas obligé de sanctionner. Quelqu'un qui arrive en retard, eh ben, il n'est pas conforme à l'horaire de travail, vous n'êtes pas obligé de le sanctionner. En matière de harcèlement, à partir du moment où il dit oui, il y a du harcèlement, il va être obligé de faire une sanction. Il y a une autre enquête, qui est la fameuse enquête diligentée par le CSE ou à la demande du CSE dans le cadre du droit d'alerte. D'accord ? Dans le cadre du droit d'alerte, le représentant qui a constaté ou qui, par l'intermédiaire d'un travailleur, etc., va alerter l'employeur qui doit envisager une enquête. Mais ça, c'est une enquête, ce n'est pas une enquête de responsabilité, c'est une enquête de prévention. C'est la même enquête pour l'accident du travail. D'accord ? C'est la même. C'est le même article. Hein. L'article, il est un peu long parce qu'il détaille plein de choses, hein, parce qu'il détaille aussi la discrimination, etc. Mais c'est dans la même veine. C'est-à-dire, l'enquête, c'est examinons quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour que ça ne se reproduise pas. Donc, ce n'est pas la recherche du coupable. Alors que la première enquête disciplinaire, elle est centrée là-dessus. Et donc, cette enquête du CSE, c'est pas, voilà, c'est pas la recherche du coupable, c'est une enquête de prévention qui est limitée dans le texte à 2 intervenants, un représentant de la direction et le représentant qui a fait le signalement. Donc, c'est pas un autre, c'est le représentant qui a fait le signalement. Et c'est une enquête de prévention. Donc, je ne sais pas si ça éclaire complètement votre question, Hortense, mais voilà, la médiation ne se substitue pas à l'enquête, elle peut s'articuler avec ces 2 types d'enquêtes.
Et à la question à quel moment ça peut avoir lieu, bah, on a quasiment toutes les situations possibles. Ce qui est sûr, c'est que quel est l'objectif de la médiation? Si c'est d'investiguer les besoins et de remettre les gens, j'allais dire, en route dans l'entreprise, ça me paraît difficile avant d'avoir éclairci effectivement l'allégation du point de vue disciplinaire. Si c'est dans le cadre de, j'allais dire, d'une analyse d'accident, hein, le harcèlement étant finalement un accident de RPS, euh, dans ces cas-là, c'est un outil possible. Mais ça ne se substitue pas forcément uniquement à la question de qu'est-ce qui a rendu ça possible. Parce que c'est ça le cœur de la prévention. C'est plus de savoir qui a fait quoi à qui, c'est comment ça a pu être possible. Qu'est-ce qui a rendu ça possible dans l'organisation? Et la médiation, ça va être qu'un petit bout de ça. Ça peut être un bout, hein, c'est pas un souci, hein, mais... Hortense, est-ce que ça répond à votre... Enfin, ça vous donne quelques éléments de réflexion? Absolument, absolument. Merci beaucoup. Et c'est, enfin, en plus, un peu ce que je voulais entendre. Donc, c'est très bien. Merci Ah, bah beaucoup. écoutez, on ne s'était pas concerté, mais Non, merci beaucoup. bon, bah écoutez, on est au terme. Alors, je sais, mes collègues me l'avaient dit, 1 heure, c'est court, tu vas voir. On est au terme de cet échange. Est-ce que quelqu'un serait frustré au point de dire il faut absolument que je pose la question? N'hésitez pas, sinon on va rester sur cette conclusion d'Hortense. Eh bien, écoutez, bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Au Au revoir. revoir. Merci également. Au revoir. Alors, peut-être au niveau de Sciences Po Alumni, est-ce qu'il y a quelqu'un ou est-ce que je ferme simplement la session? Bon, bah écoutez, je propose du coup, puisque je suis seule avec l'interlocutrice Sciences Po Alumni, de terminer la session.